Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Alors comme convenu, après la première étape de la version papier du cours et la version électronique, le fichier PDF, là je vous propose comme une troisième alternative, donc le cours en format vidéo, c'est la présentation avec mon commentaire là-dessus. Donc là on va démarrer notre cours. Donc la dernière fois, on s'est arrêté au début de cette deuxième partie du cours qui est intitulée Chimie des eaux. Donc je vais essayer de faire un récapitulatif rapide afin de pouvoir un petit peu refixer les idées et continuer notre cours. Donc lors de la dernière séance, nous avons démarré ce chapitre-là, qualité physico-chimique des eaux potables, et au début, nous avons donné une définition de l'eau potable dans laquelle nous avons dit qu'une eau potable, elle ne doit renfermer en quantité dangereuse ni substances chimiques, ni germes nocifs pour la santé. Et en plus, elle doit être agréable à boire. Donc ça, c'est une définition, soi-disant, de l'eau potable qu'on doit tenir en compte, bien évidemment, dans toute étape de traitement ou de distribution. Donc les eaux souterraines peuvent répondre à ces conditions, ça veut dire à cette définition. Sauf que le besoin qui devient de plus en plus grand en cette matière qui est l'eau, donc on doit penser bien évidemment à l'utilisation des eaux superficielles, autrement dit les eaux de surface. Et ceci, bien évidemment, nous oblige à utiliser des traitements. Alors les traitements ont pour but l'élimination de deux choses. Donc la turbidité d'abord, ça veut dire les matières en suspension qui existent dans l'eau, et la pollution chimique et microbiologique. Autrement dit, tout élément chimique dissous dans l'eau et toute bactérie ou virus qui se trouve dans cette eau. Tous ces traitements se réalisent par une série des opérations qui se réalisent en série. Bien évidemment, l'étape la plus importante, c'est la désinfection, ça veut dire l'utilisation d'un désinfectant, à savoir le chlore par exemple, afin de tuer bien évidemment toute la partie microbiologique, ou plutôt tuer toutes les bactéries. Alors, afin d'obtenir une eau potable, bon, que ce soit pour les eaux de surface, donc la totalité, et pour les eaux souterraines, quelques eaux souterraines bien évidemment, parce qu'il y a des fois où on peut se contenter, comme on l'a dit, d'une simple désinfection et on peut distribuer cette eau en tant qu'eau potable. Alors on peut distinguer, comme on l'a dit, deux types de procédés, deux catégories, les procédés conventionnels et les procédés spéciaux. Alors, les procédés conventionnels, qu'est-ce que c'est? C'est ces étapes de traitement que nous avons discutées longuement la dernière fois, donc la pré-désinfection, pré-oxydation, la coagulation, la flocculation, décantation, filtration et la désinfection. Alors ce traitement-là peut bien évidemment nous aider à enlever la turbidité, les micro-organismes, les substances colloïdales et bien évidemment pas mal de substances dissoutes. Exactement celles dont le poids moléculaire est très élevé. Bien, alors par la suite, nous avons dit que les procédés spéciaux, bon, c'est des procédés comme leur nom l'indique, ils répondent à des besoins inhabituels, donc pour l'élimination par exemple de produits organiques qui se trouvent dans l'eau à l'état de traces ou autres. Et donc là, ces procédés donc, font appel à des techniques sophistiquées et généralement très coûteuses, telles que par exemple l'absorption de charbon actif, la fixation par le biais des grains, par exemple, de charbon actif granulé, ou l'utilisation de membranes à osmose inverse. Comme vous le savez bien, ça consomme de l'énergie et les cartouches d'osmose inverse à changer, donc c'est pour cela que c'est très coûteux. Alors maintenant, je vais vous parler de l'origine et la qualité de l'eau brute. Donc là, les origines, donc vous connaissez, c'est les eaux souterraines et les eaux de surface, et on va bien évidemment discuter leur qualité. Donc je démarre par les eaux souterraines.
Donc, suivant leur origine, ces eaux présentent des avantages et des inconvénients pour leur exploitation. Bien évidemment, les eaux souterraines. Elles sont toujours de bonne qualité bactériologique. Donc là, vu que ces eaux-là ont traversé un filtre de sol de quelques dizaines de mètres. Avec une limpidité satisfaisante, donc là, une turbidité qui est très faible, donc là, une transparence soi-disant, et généralement une forte minéralisation, donc ça dépend des cas, ça dépend du type de sol, ça peut être riche en calcium, magnésium, fer, manganèse et autres. Donc là, bonne qualité bactériologique et possibilité d'avoir une forte minéralisation. Donc ces eaux sont vulnérables à la pollution chimique agricole. C'est par le biais en fait de l'utilisation d'engrais, exactement, hein, essentiellement, et aussi les pesticides. Donc là, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on utilise des engrais, par exemple? Ces engrais, lorsqu'on les utilise d'une manière irrationnelle, ça veut dire qu'on met plus d'engrais que la plante a besoin, et par conséquent, ces engrais-là vont être solubilisés par les eaux d'irrigation et les eaux pluviales, et ils vont regagner par la suite la nappe phréatique. Et donc là, la nappe phréatique va être polluée d'une manière chimique suite à l'utilisation d'engrais dans le domaine agricole. Le même ressort des pesticides, bien évidemment. Les pesticides, hein, c'est pour éliminer les mauvaises herbes, telles que les herbicides aussi, et autres. Donc là, ce sont des produits avec lesquels on traite ces plantes, par exemple, ces végétaux. Voilà, donc ça c'est pour les eaux souterraines. Maintenant pour les eaux de surface. Donc là, les origines sont variables. Donc là, ça peut être des eaux de rivière, des eaux de lacs, des lacs plutôt, des eaux des barrages, et ainsi de suite. Alors là, c'est très connu, elles sont très polluées. Pourquoi? Parce que ce sont des eaux qui circulent à ciel ouvert et par conséquent sont au contact de l'activité humaine et par conséquent sont très polluées. Donc là, voilà, circulation à l'air libre, susceptible d'être polluée. Donc les eaux des lacs et des barrages sont généralement assez limpides. Donc là, assez limpide, ça veut dire assez transparente, et ceci est dû en fait à la décantation dans les cuvettes qui les contiennent. Donc là, comme c'est des eaux qui stagnent, donc lac et barrage, donc là c'est des eaux qui stagnent, et par conséquent, il y a une forte décantation, et donc par conséquent, le taux de matière en suspension diminue. Donc là, ces eaux, on peut les classer en tant qu'eau limpide. Mais par contre, leur stockage a une incidence notable sur la qualité physico-chimique. Et donc là, je parle de l'eutrophisation. L'eutrophisation, qu'est-ce que c'est? C'est le développement de microalgues dans les eaux. Microalgues, donc c'est ce qui donne l'aspect verdâtre aux eaux naturelles, si vous voulez. Donc dans toute eau stagnante est susceptible d'avoir une prolifération d'algues ou de microalgues. Donc là, c'est le phénomène d'eutrophisation. L'eutrophisation est due à l'existence de deux éléments majeurs dans l'eau, à savoir le phosphore et l'azote. Et donc là, le phosphore et l'azote qui créent de l'eutrophisation sont généralement d'origine agricole, généralement. Donc là, dans les eaux, par exemple, d'irrigation, ça contient par exemple des engrais, et ces engrais-là, si ça circule sur la surface du sol, ça peut rejoindre les rivières, et par conséquent, ça peut atteindre par la suite les lacs et les barrages, et donc ça peut démarrer le phénomène d'eutrophisation qui est le développement de microalgues. Donc la grande variation de température suivant les saisons pose des problèmes bactériologiques. Donc là, c'est pour le développement de bactéries le moment où la température est optimale. Les eaux de rivière sont généralement polluées, chargées de matière en suspension et de matière en solution. Donc là, c'est un autre problème, c'est les matières en suspension qui existent en abondance dans les eaux de rivière. Pourquoi? Parce que ça circule et donc par conséquent, ça transporte pas mal d'éléments ou de matière en suspension.
Alors sur cette diapositive, je vous propose les procédés de traitement de l'eau potable. Donc là, la chaîne de base des traitements. Donc là, c'est un récapitulatif en fait de ce qui se fait pour le traitement des eaux potables. Donc là, c'est le schéma d'une station de traitement de l'eau potable. Je démarre de gauche. Donc là, c'est l'eau brute, ça veut dire l'arrivée de l'eau naturelle. Ça peut être une eau souterraine qu'on doit traiter, comme ça peut être une eau de surface. Donc premier point, c'est le dégrillage. Donc là, c'est par le biais d'un système de tamis, d'un système de grilles, qui vont bloquer bien évidemment les éléments encombrants, qui ne peuvent pas bien évidemment atteindre les différentes étapes du traitement, parce que sinon ça va créer beaucoup de problèmes. Donc là, tels que les branches par exemple, les cartons, tout ce qui est produit ou objet encombrant. Deuxième point, c'est les puits d'eau brute. Puits d'eau brute, donc là c'est des puits bien évidemment, et qui ont été faits pour pouvoir stocker de l'eau brute qui arrive. Donc c'est des formes de réservoirs, mais c'est profond, donc c'est pour cela qu'on les a appelés puits, avec un système de pompage bien évidemment pour pouvoir alimenter la station de traitement. Donc la pompe va alimenter la station de traitement. Et ici, vous avez un bassin de mélange. C'est un bassin qu'on appelle un bassin de coagulation. Donc là, on va rajouter le coagulant avec une dose bien déterminée selon la turbidité de l'eau brute. Et là, vous avez une agitation pour mettre en contact le coagulant, le produit chimique, avec les matières en suspension qui existent dans l'eau. L'agitation ici est très forte, comme ça a été expliqué lors de la dernière séance, donc c'est aux alentours de 120 tours par minute. Et par contre, c'est un temps qui est rapide, donc là, ça peut durer 2 minutes, 3 minutes maximum par exemple. Alors, le débordement de ce bassin-là va remplir, bien évidemment, ou va se faire dans l'autre bassin, le bassin suivant, c'est le flocculateur. Ici, c'est une agitation plutôt qui est douce. Donc là, ça peut y aller jusqu'à 20 tours par minute. Et là, c'est la flocculation, ça veut dire c'est la formation de flocs. Et les flocs vont être de grande taille pour pouvoir bien évidemment les enlever par la suite. Dans le décompteur, c'est toujours par débordement, on passe au décompteur. Le décompteur, donc, il a cette forme-là pour pouvoir récupérer les bouts et pouvoir les éliminer par la suite. Et donc là, qu'est-ce qu'on aura? On aura une eau qui surnage, généralement transparente, et contient moins de matière en suspension. Et là, c'est les flocs qui vont se décompter et on va les recevoir à la fin par le biais de cette vanne en forme de boue. Les eaux maintenant qui surnagent vont déborder dans un bassin, c'est le bassin de filtration, c'est un filtre gravitaire, donc là c'est une filtration normale, sans pression bien évidemment, c'est la pression atmosphérique. Là c'est une couche de sable, généralement d'1 mètre d'épaisseur, ici 1 mètre à peu près, 1 mètre à 1 mètre 20, et là vous avez de l'eau, et bien évidemment l'eau passera à travers le sable. On pourra bien évidemment la récupérer filtrée ici. Donc là, pourquoi le filtre à sable? C'est pour pouvoir récupérer les matières en suspension, ou plutôt les petits flocons qui n'ont pas pu atteindre le fond suite à leur faible densité. Donc là, ils vont être transportés par l'eau et par la suite, ils vont être récupérés ou bloqués, si vous voulez, par cette barrière physique qui est le filtre à sable. Par la suite, donc, on réalise une désinfection, ça veut dire l'utilisation d'un produit chimique pour désinfecter. Alors là, je précise que pour l'eau potable, on utilise le chlore. C'est pour cela que je dis que c'est chimique, mais il y a possibilité d'utiliser d'autres moyens, tels que par exemple l'ozone ou l'utilisation de l'UV, l'ultraviolet. Par la suite, donc là, on a un bassin de contact donc, dans lequel se crée un mélange. Donc là, si vous regardez un petit peu ce bassin, c'est un bassin cloisonné, regardez, l'eau normalement elle viendra par là, elle passera en dessous de ce mur, qui est construit comme ça, donc là vous avez un vide ici,
et par la suite, ça passe au-dessus de l'autre mur, et en dessous, et ainsi de suite. Donc là, ça fait, soi-disant, une sorte de zigzag, et donc dans son chemin, dans le chemin qu'elle va parcourir, elle va être mélangée avec le désinfectant que nous avons utilisé ici. Et par la suite, nous avons cette étape-là dans laquelle on va rajouter une matière alcaline. Une matière alcaline, généralement, c'est le lait de chou. Le lait de chou, c'est pour corriger le pH. Corriger le pH, pourquoi? Alors, corriger le pH, c'est parce que le coagulant qu'on utilise, le sulfate d'aluminium, diminue le pH. C'est un. Deux, le désinfectant qu'on utilise, le chlore, et surtout le chlore gazeux, il diminue aussi le pH, et donc par conséquent, on doit rajouter du lait de chou, hein, c'est pour matière alcaline, ça veut dire que c'est matière qui va augmenter le pH, et donc par conséquent, une correction est obligatoire. Et par la suite, on envoie cette eau vers un réservoir de l'eau potable afin de pouvoir stocker cette eau avant de la distribuer. Voilà, donc ça c'est une vision globale, soi-disant, du fonctionnement des stations de traitement d'eau potable. Alors, sur cette diapo, je vous propose les normes marocaines relatives à la qualité de l'eau potable. Dans ces tableaux-là, je vais vous parler de trois catégories. Donc là, rapidement pour les tableaux, donc c'est les paramètres, l'unité utilisée, la VMR en majuscule, ce qui veut dire la valeur maximale recommandée. Donc ça veut dire c'est un maximum qui est souhaitable, valeur maximale admissible, et la valeur minimale requise, ça veut dire c'est un minimum. Hein, c'est un minimum, c'est le maximum et ce qui est recommandé. Donc là, je peux le lire encore une fois. Le minimum, minimal requise, maximum admissible, c'est le maximum toléré si vous voulez, et la valeur maximale recommandée, ça c'est dans le cas où on a besoin de ce paramètre d'eau. Alors, au début, je vais vous parler plutôt de ces quatre paramètres qu'on nomme les paramètres organoleptiques. Organoleptiques, c'est l'odeur, la saveur, la couleur et la turbidité. C'est quelque chose qu'on peut, bien évidemment, soit le sentir, soit le goûter, soit le voir, que ce soit pour la couleur ou pour la turbidité. Alors, si je démarre avec l'odeur, l'unité c'est le seuil de perception à 25 degrés Celsius. Ça veut dire c'est la dose qu'on peut sentir, hein, à cette température. Alors, valeur maximale recommandée, 0. On ne veut pas une odeur dans l'eau. Valeur maximale admissible, c'est 3. Pas de recommandé, minimal recommandé, ou requise, parce qu'on n'en a pas besoin, comme je l'ai dit, d'odeur dans l'eau. La saveur, c'est la même chose, c'est un seuil de perception à 25 degrés, ça veut dire que c'est une limite qu'on va sentir, bien évidemment, à cette valeur de température. La même chose, donc c'est pas de valeur recommandée, pas de valeur requise minimale, le maximum admissible, là, le maximum qu'on peut accepter, c'est 3. La couleur réelle, c'est par unité de platine en milligrammes par litre, du platine parce que ça donne de la coloration, et là on va prendre ceci comme unité de platine en milligrammes par litre. Alors, le recommandé, c'est 5. Hein? Le maximum admissible, c'est 20. Le minimum requis, on n'en a pas fixé. Par la suite, vous avez la turbidité. La turbidité, ça veut dire l'existence de matière en suspension. L'unité utilisée, c'est le NTU, l'unité de turbidité néphilométrique. Il y en a d'autres unités qu'on va essayer de voir dans les prochaines séances du cours. Alors, minimum, maximum recommandé, c'est 1.
maximum admissible, c'est 5, mais pas de valeur minimale requise. Parce que, comme je l'ai dit, pour ces paramètres organoleptiques, on n'en a pas besoin d'un minimum. Hein. On n'a pas besoin d'avoir une odeur, d'une saveur, d'une couleur ou d'une turbidité dans l'eau. D'ailleurs, par définition, on dit qu'une eau, elle ne doit pas avoir une odeur, ne doit pas avoir une saveur, ne doit pas avoir une couleur afin qu'elle soit consommée et qu'elle soit agréable à boire. Par la suite, ce que je vous présente ici en vert, c'est les paramètres chimiques. Donc là, le pH par exemple, qui doit être entre 6,5 et 8,5. La conductivité électrique, 1300 microsiemens par centimètre. Hein, la valeur minimale requise et le maximum bien évidemment. La minéralisation totale, donc là c'est en milligrammes, donc là c'est soi-disant le recommandé c'est 1 gramme, le maximum c'est 2 grammes, le minimum et pas en dessous c'est 100 milligrammes, autrement dit 0,1 gramme. La dureté totale, ça veut dire la présence de calcium et de magnésium, on va discuter ceci. Le minimum c'est 2, le maximum c'est 6, et ainsi de suite. Donc pour le magnésium, pour l'aluminium, pour l'ammonium, le NH4, les nitrites, le NO2-, les nitrates, NO3-, les chlorures, l'oxygène dissous dans l'eau et les sulfates. Sur l'autre partie du tableau, donc toujours la même chose, paramètres unités et des valeurs maximale, minimale et requise. Là, je vais vous parler des éléments toxiques. Hein. J'ai mis une autre couleur, rouge brique si vous voulez. Et là, c'est des éléments toxiques. Et là, si vous voulez, rien qu'en regardant les valeurs, on constate que ce n'est pas quelque chose de très important ou très souhaitable dans l'eau. Hein. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de minimum requis. Il n'y a pas d'obligation d'avoir un petit peu de ces éléments. Il n'y a pas de valeur maximale recommandée. Hein, on ne recommande pas, sauf pour les fluorures. Hein. Donc là, on ne recommande pas. Et la valeur maximale admissible, ça veut dire le maximum qu'on peut tolérer dans cette eau. Regardez, c'est des valeurs très très faibles. Hein. Par exemple, pour l'arsenic, c'est 0,05. Le barium, c'est 1 mg. C'est toujours en milligrammes par litre. Hein. Et là, c'est 0,05 mg par litre, autrement dit, c'est 5 microgrammes par litre de cadmium. Pourquoi? Parce que le cadmium, c'est l'un des métaux lourds. Les cyanures, 0,1, le chrome, 0,05, le cuivre, 1, le fer, 0,3, les fluorures, 1,5, le manganèse, 0,1, le mercure, encore une fois, l'un des métaux lourds, 0,001, le plomb, l'un des métaux lourds aussi, 0,05. Le zinc, on peut y aller jusqu'à 5 mg par litre. Et là, c'est l'oxydabilité, ça veut dire la présence d'éléments oxydables dans l'eau, donc recommandé 2 mg par litre, bien évidemment. Ici, c'est une partie qui concerne plutôt la microbiologie, donc là, les coliformes fécaux et les coliformes totaux. Bon, là, le nombre par 100 ml, maximum admissible, on n'en parle pas, c'est 0. Alors, valeur maximale admissible, c'est 0. Donc, autrement dire, on ne souhaite pas d'avoir un minimum, on ne souhaite pas d'avoir quelque chose de recommandé, mais plutôt le maximum, ça doit être 0, bien évidemment, dans 100 ml.